Um, there we go. Bonjour, bonsoir tout le monde. Welcome, bienvenue à notre événement La Lumière sur la recherche, our two time a year research Q&A. Merci d'être ici en grand nombre. J'aimerais remercier nos commanditaires Tanabe Pharma Canada ainsi que Biogen Canada pour nous aider pour faire cette conférence qui est très bien appréciée par toute notre communauté. J'aimerais vous remercier d'être ici en grand nombre. Puis, sans plus tarder, j'aimerais inviter le docteur Richard Robitaille, qui est le professeur titulaire le département de neurosciences à l'Université de Montréal. C'est un membre actif sur notre conseil d'administration de SLA Québec, impliqué à tous les niveaux sur la recherche ici au Canada et à travers le monde. Et j'aimerais inviter, merci Richard, d'animer cette soirée avec notre panel d'experts qui va vous présenter sous peu et on est très reconnaissants de tous les chercheurs qui sont présents ce soir. Ça montre que nous sommes vraiment unis pour vaincre la SLA. Having so many researchers on this amazing panel tonight really shows that we're united in our fight to end ALS. Puis merci à vous tous de partager toutes les nouveautés sur la recherche et de donner la chance à notre communauté de poser les questions et avoir les réponses live. And it's a very unique opportunity that you give to our community twice a year. Puis on vous remercie. Alors, Richard, Dr. Merci, Robitaille, bonne Claudine. soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci, Claudine. Alors, c'est vraiment un très, très grand privilège et un grand plaisir d'être avec vous ce soir, comme toujours. Ce sont des rencontres que nous, comme chercheurs, on apprécie parce que ça nous garde en contact avec la réalité de votre réalité de tous les jours et puis d'essayer de vous donner l'information la plus juste possible dans un monde où il y a trop d'informations qui circulent. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les membres du panel. Donc, je pense que pour l'instant, on n'a pas la traduction simultanée, je pense. Donc, je vais essayer de passer un peu l'anglais-français. N'hésitez pas à communiquer dans la langue qui vous convient le plus, puis on va gérer, on va faire une traduction euh, live. On va s'arranger comme ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous les présenter. On a vraiment un beau panel encore ce soir avec nous. J'aimerais les remercier, donc les panélistes, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Il y a des contraintes, c'est le temps des fêtes, la vie de famille et tout, donc c'est vraiment très, très apprécié. Donc, je vais aller en ordre alphabétique. Donc, moi, je vais commencer Richard Vitaille, professeur titulaire à l'Université de Montréal, membre du conseil d'administration et de Québec, membre du Scientific Medical Advisory Council de SLA Canada, et ainsi de suite, donc impliqué, et donc avec vous ce soir. On a Dr. Gary Armstrong, qui est professeur associé et Killam Research Scholar à l'Université McGill, qui est ses laboratoires au MNI, au Montreal Undergraduate Institute. On a Dr. Nicolas Dupré, qui est clinicien bien connu de plusieurs d'entre vous, qui est au Centre de recherche du CHU de Québec et sur sa clinique des maladies neurodégénératives, expert en SLA, euh, un rôle important dans la recherche clinique sur la SLA. Dr. Geneviève Matt, qui est la directrice de la clinique SLA au CHUM à l'Université de Montréal. Dr. Alex Parker, professeur titulaire à l'Université de Montréal, qui est chercheur au CRCHUM. On a le docteur Chantal Sefton, qui est professeur agrégé département de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval. Elle est la co-chair, la co-directrice, je ne sais pas en français, ça commence bien, du SMAC, donc du Scientific Medical Advisory Council à SLA Canada, et donc membre du conseil d'administration de SLA Canada aussi, et
membre du comité scientifique aviseur à SLA Québec. On a le grand plaisir d'avoir David Taylor avec nous, qui est le Chief Scientific Officer à SLA Canada, donc euh, qui joue un rôle vraiment prépondérant au Canada, bien sûr, mais à l'international. Et on a vraiment très heureux de vous avoir ce soir, Dave. Et enfin, Christine Vandevelde, docteur Vandevelde, qui est professeure titulaire au département de neurosciences, donc une collègue à l'Université de Montréal. C'est là-bas aussi au CHUM, comme le docteur Parker, qui est aussi la directrice scientifique du euh, Lackert Center for LS Research, donc qui est un centre de recherche prestigieux qui est basé à Baltimore et Christine en est la directrice. Donc, bienvenue à notre panel. Un gros merci d'être là ce soir. Thank you so much for being with us tonight. I think it's quite a privilege to have such a high-profile crew as a panel. It's really cool. Donc, peut-être avant de commencer un peu le déroulement de la soirée, pour ceux pour qui c'est pas la première fois, vous êtes un peu habitués, mais quand même faire le point sur comment on va fonctionner. Donc, on n'a pas la traduction, donc je vais essayer de faire un sommaire autant que possible quand ce sera nécessaire. N'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français, on va les gérer sans aucun problème. Pour les questions, utilisez la fonction main levée sur Zoom pour ceux qui sont pas trop certains sur votre barre dans le bas de votre écran. Vous allez sur le petit cœur qui est réaction et vous allez voir main levée ou raise hand. Donc vous utilisez ça. Nous, on va voir votre petite main levée et premier arrivé. Donc on va suivre vos questions comme ça. Ou sinon, vous mettez vos questions dans le chat et on va suivre vos questions dans le chat. Donc, il n'y a pas de problème. Euh, pour ce qui est du programme, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, on va prendre les premières 45 minutes à peu près. Il y a un peu plus d'informations aujourd'hui où on va faire le point sur l'avancée de la recherche et les nouveautés, les dernières avancées en termes d'études cliniques. Dr. Taylor va nous présenter ça. Par la suite, on peut prendre quelques questions là-dessus et peut-être parce que pour la disponibilité des membres, on ferait peut-être quelques questions qui nous ont été présentées euh, euh, au préalable par certains d'entre vous pour essayer de s'assurer de tirer profit de l'expertise de notre panel. Et par la suite, on passerait au docteur Dupré qui fera le point sur la situation avec la santé publique sur les cas de regroupement, le regroupement des cas SLA en Estrie et en Charlevoix. Donc, une discussion là-dessus et en même temps répondre à vos questions. On sait que ce sont des situations qui vous préoccupent beaucoup. Et par la suite, ben, on ouvrira le panel aux questions générales. Donc, comme je vous disais, levez la main ou sur le chat. Alors voilà, donc sans plus tarder, je pense qu'il est déjà 6h15, je passerai la parole. I would just ask Dr. Taylor, Dave, to do an overview on research and on the clinical trials, and then we'll take some questions after that. Alors, bonne soirée tout le monde. N'hésitez pas, s'il y a des questions ou s'il y a quelque chose qui est pas clair, n'hésitez pas à lever la main. On est là pour vous éclairer le plus possible. Bonne soirée. Over to me, correct, Richard? Wait, okay, you're on mute, but thank you very much, everyone. Merci, grand merci. Désolé pour mon français. I do not use it anymore and it is gone, and I apologize, but I will try to speak slowly. So don't get alarmed if there's words on some slides that I don't talk about, because I will try to just hit the key points since we don't have the translation, so that this way we can just get some of the basics around what was exciting at the International Symposium on ALS-MND, which I just got back from a week ago. The other person who's here who was at that meeting was Professor Dr. Christine Vandeveld, who's also here. And we're just I was asked to give a little bit of an overview of some of the hot topics that came out of that meeting.
Just as a little overview, so I've given a presentation to a patient community group who go as patient fellows, and they're sponsored to go to this meeting. So I've taken some of those slides. This is one of those slides where I helped to prepare them for the meeting. And I just wanted to give an overview that this was a meeting that started 35 years ago with only 50 people from around the world coming together. And now we're talking on average, over 1,000 delegates come to this meeting each year. This year it was a little lower because it was in the United States. People were a little worried about getting in, and some of us Canadians were also probably boycotting it. So a few of us went for various reasons we needed to go for. And as for me, I'm part of the program committee where I help to select some of the content that will be presented every summer for this meeting. And I get really excited and nerdy when I get to see all of the different things that are happening. So this is what an opening session looks like. It's just, again, I do this for the people who are going to the meeting. There's a welcoming session where everyone is together in the same room. They give out some big awards. One is sort of a lifetime achievement award to the top neurologist any given year. And as you can see, I was very disappointed because we don't have enough women who have gotten this award. Only 19% of them have. And once again, it ended up being these were people I was guessing who might get it. It was a good friend and really amazing researcher named Professor Philip Van Dam from Belgium, who's doing incredible work, who received this, what's called the Forbes Norris Award. And then after that, they have an award for a young researcher, an up and coming star. That has been better because we've seen a good balance between men and women who have received this. And this year, I was wrong again, but actually, we had Professor Dr. Valeria Gerbino, who for her work in New York and in Italy has doing some great new work. And then we have an opening lecture that's called the Stephen Hawking Memorial Lecture. It's based around sort of scientific interest before we get into the ALS content. And I have to say it was un peu bizarre. It was a bit weird, but it was really cool too. He's a researcher in San Diego who's actually trying to learn about how brains age in space. And it's not a good answer. In fact, it turns out they age quite a lot in space. And so what he's doing is got these tiny brains that we call cerebral organoids that he's got in space in these special containers and trying to see how they age and what's the signature of those. He actually referred to a study where twins had one twin astronaut went up to the space station, one stayed on Earth for a year, and they turned out that the astronaut who went up to the space station was having some, reduction in their cognitive abilities when they got back. This was a little alarming. So his work is trying to find ways in which we can actually make brains survive space better. This is where it got a little strange because he talked about paper robots that were flying through the Amazon forest and looking for drugs that might actually help people in space with their brains. It was very unique, un peu bizarre, but quite interesting. Then we get into the ALS stuff. And to be honest, it's an overwhelming amount of research, and it's really hard to summarize in only a few minutes. In fact, on the first day, you can see there are two separate sessions that you can go to. So it's really hard to be able to give an overview of what happened in the sessions that we weren't in. Fortunately, I'm able to see what the titles are. I can usually guess because I will have seen some of these people speak before. But then in the second 2 days, it actually gets into three separate sessions. So you can imagine how much great information is happening. But regardless, I think the most important thing is there's so much good networking that happens at these types of meetings. So beyond the oral presentations that are given, these are platform talks that people give. There are posters that are presented for several hours each day where you can walk around and you can learn about any one of the individual studies that are happening in various places around the world. And this is just from that presentation I give to try to help people prepare for how much information is there at these poster sessions. But we can actually see as scientists afterwards, and the public can see all of the different, what we call abstracts, which are descriptions of each of the studies from the different talks and posters that are presented at the symposium. And this really helps us to get a good snapshot of all the myriad of things, even if we can't get into certain sessions for the talks, because we have to pick one of three different parallel sessions.
And again, the most important part is you're going to hear a few ideas of what I think moved forward, but everybody at the meeting is going to have valuable conversations with other people. And this is where science can really move and collaborations can start and new ideas can form. So 5 quick themes that I feel are advancing from 2024 to 2025. We have had tremendous new advances in ALS genetics. And why is that important? It's because we can better understand the disease every time we discover new genetic causes of the disease. This allows us to create cells or animals in the lab that develop the disease or develop symptoms like the disease with different genetic causes behind them that helps us to find targets for treatment and better understanding of how the disease is caused. It also gets us closer to understanding the unique signature of each person with the disease so that we can someday get to personalized medicine. And the genetic forms of ALS, while a lot of people think that's just a small percentage of the disease, I actually believe is our best path to getting significant treatments for everyone. And I'll explain that in just a second. But there are all kinds of sessions that are really interesting about this. I won't belabor this because of time now, but genetics happening that are causative of ALS that are different in other areas of the world, like South America, ways that we learn about genetic risk of individuals. Some people may have high genetic risk for ALS, but actually only 1/4 of people with a specific genetic cause of the disease may actually get the disease in the end. And new genetic discoveries that are actually getting advanced through to treatments in some really big new initiatives, like this one I've mentioned here called Go ALS in the Netherlands, which I'm fortunate to work with Professor Van Dam, who I mentioned earlier on the advisory committee. But why is this important to everyone, genetics? Well, I'll give you one example. Most of what we look at in the disease is actually the point at which we have symptoms and a diagnosis can happen. But we now know that there is a large proportion of the disease which is what we call prodromal or pre-symptomatic. It's biological disease where your body is fighting back and preventing those symptoms from occurring, where it's an underlying disease that's happening. Now, if we have somebody who we know has a genetic variant that could cause ALS, if they're willing to participate in studies, we can study them over a period of time, take, for example, brain images or blood samples, and then if somebody does start getting symptoms with ALS, we can look at those samples or those images upstream or before they get the symptoms and try to find biomarkers that may say this is the underlying disease before someone gets symptoms. And then we can look in everybody else to say, can we actually detect the disease and treat it earlier in people who don't have a known genetic cause of the disease? This is why genetics can be really important to everyone. The second big thing I think has really moved in this symposium is pre-symptomatic or prodromal ALS, which I just referred to. We're actually seeing full sessions now that are focused on understanding the disease before symptoms begin. And I won't go into some of these because of time. I had planned to, but I'll just briefly mention one that gives you an idea of some of the cool things that are happening. There's one group in Scotland that have actually looked at a big biobank in the United Kingdom where they're able to find out people who ended up getting ALS and find skin samples from biopsies that they've had many, many years before and try to look to an underlying signature that might have said you were already had underlying disease that we could predict. And if you could do this in skin, imagine if we could take skin samples from people everywhere and eventually be able to say, you have ALS early enough to be able to treat the disease much earlier. A third one is that we're finally starting, I think, to think about more stratifying people in clinical trials for drugs that might be more valuable to them. What does that really mean? Well, it means that in most clinical trials, we have just put people all together into a treatment or a placebo and seen if the treatment works. But everybody here knows that ALS is not the same for every person. It is different from person to person in the progression rate, where it starts, different other aspects. And the reason why we have not really done this already, where we would say one person might be more likely to get benefit from a clinical trial, is because we didn't understand the disease well enough to do this. And secondly, the pharmaceutical companies that run clinical trials are really resistant to doing this because it actually shrinks the number of people that their drug might be valuable for, and it reduces the amount of money they might make at the end.
but we're trying to push things forward to make this happen more often. And I'll give you a quick example of what I mean by this. Let's say you had a drug that blocks an inflammatory pathway through reducing some protein called Putin, which is not real. And it's terrible. I shouldn't have even, that's a stereotype. We love it in Ontario too. But typically we would run a clinical trial where we would put someone on the drug that blocks the Putin receptor and that as a placebo. And at the end of a certain period of time, we'd say, is the disease slowed with the drug that we're trying to treat with? Or is it better in that group of people? But what we need to start doing is saying perhaps people who have high levels of the actual target that we're using the drug for when they have ALS might be people that we want to look at more closely because they may be more responsive to the drug. And this is what we're starting to see more in clinical trials. And at the symposium, I saw more talk of this type of work. And here you can see just one example of a great researcher in Germany who's trying to separate into two different subtypes of ALS. Another example of a group in Scotland who are able to find a specific sign on brain images that might make them more responsive to a particular type of drug. So lots of different people working on this type of advancement in the field as well. The fourth of 5 is that we've spent a lot of time waiting until the disease has started and actually trying to treat the disease by slowing, stopping, or reversing the symptoms. But as I've already told you, we also know that the disease is happening in people at a period of time when the body is compensating for the disease and not getting symptoms yet, the underlying disease. And can we actually boost those things that the body is able to use to protect ourselves over that period of time before symptoms start? And there are a number of individuals doing this work that we learned from in the meeting, particularly in the UK. There are actually 3 groups. There's 2 talks here where they're looking at a specific cell type in our central nervous system called astrocytes that are sort of like personal assistants to the motor neuron. They help to support them. And what we've learned many years ago in ALS is that these cells can actually change the way that they react in the disease and actually start becoming toxic to the motor neurons, these cells called astrocytes. And we've spent most of our time trying to block those negative things that those reactive astrocytes are doing when the disease happens. But we spent very little time thinking about how do we turn those personal assistant astrocytes back to their normal supportive function. And that's what these different talks have been that I mentioned here we're looking at. And I think this is sort of a new idea in the field to start to think more about boosting what our body has as natural mechanisms that held off the disease for a period of time. And finally, an easy one to think about is that AI, machine learning, is continually getting more integrated into the work we're doing. 10 years ago, we were thinking about how we would use it. 5 years ago, it was being used in big initiatives. And now we're starting to see it very nimbly being used in every different study, individual studies that someone will do. They will adapt machine learning algorithms to better understand the data in a way that maybe our human minds aren't able to see some of the connections. So we only can wonder now how far we will be able to take AI and machine learning in the next several years. And I've got a sloppy sort of slide here that I pulled from that talk I gave earlier, where, everywhere from drug discovery to understanding the disease to better care, we're using machine learning and AI in these different studies to really be able to advance the field. And that all wrapped up in a nice ending session where a gentleman named Steve Gleason, who used to play in the NFL, very well known for blocking a punt after Hurricane Katrina for the New Orleans Saints, he was diagnosed with ALS over a decade ago, and he's been really a huge proponent of driving forward on assistive technology advancements in ALS. And he gave a talk with his eye gaze, and he was talking about his eyes are starting to fail him, and he needs to look at the next advancements for how he can continue to communicate in the way he would like. So he talked about brain-computer interface, where you would be able to read from the brain signals. And he also talked about and set up an avatar, which I had never thought of before. But with AI now, they're able to create, using the person's voice,
and actually the image of how they want to be seen in the world to speak their own words and provide actually communication in a way that that an individual would like to be perceived and do that communication. So I think there are a lot of advancements between AI and between brain computer interface that I think in the future will become more normalized in the way that eye gaze has become so wonderful in the field in the past decade and more. So much more I don't have time to talk about. I should probably stop there. I'm already probably over time, and I'll hop into clinical trials really quick. But I wanted to go slowly as I could. I'm usually a fast talker, but there were lots of different things. And I know it feels like a tortoise in the hare, and I would keep saying we're going to get there and we are going to get to better treatments. But please know that that tortoise is working as hard as we can as a field to try to go as fast as we can, noting the urgency and a lot of people working on ALS. Thanks so much, Dave. This is cool. So maybe I would summarize quickly, Sure. the main points. Very, very quickly. We're still without translation, right? I assume we're still without translation, right, Lee? Ellie est au téléphone avec le support, mais effectivement, il Okay, c'est travaille bon. là-dessus. There's no translation yet. Donc, merci beaucoup, Dave. Thanks so much for this super nice overview. I know it's a tour de force because there's so much information in these meetings, and you made it really, really clear. I would just go quickly on the five sort of main topics that was the highlight. Donc, les cinq principaux éléments que Dave a remarqué. Donc, tout ce qui est l'aspect génétique. Et comment, il y a déjà plusieurs gènes connus, mais comment mieux comprendre le background génétique, comment les gènes sont altérés, comment ça va nous aider à mieux comprendre, à mieux intervenir plus tôt, avoir une lecture plus rapide sur les changements qui se passent chez les gens qui ont la SLA qui est en développement, mais qui n'est pas encore exprimée par des symptômes. Donc, comment tous ces outils-là et développer de nouveaux modèles pour mieux comprendre comment tout ça se développe. De nombreux efforts sont faits sur développer des outils ou des approches qui nous permettent d'aller voir avant que les symptômes se manifestent. Donc, ce qu'on appelle la période prodromique. En ayant des échantillons qui ont été pris avant que les symptômes se présentent dans différents contextes. Donc, des outils qui sont développés de ce côté-là. La SLA, c'est pas une maladie. Les gens présentent différents aspects de la maladie et on a tendance en essai clinique à tous les traiter de la même façon. Donc, donc, il y a d'énormes efforts qui sont faits maintenant pour essayer d'avoir une classification des gens qui vivent avec la SLA en fonction de mieux les intégrer dans une étude clinique de façon plus précise en fonction de leur profil de la pathologie dans cette étude clinique-là. Il y a un peu de résistance des compagnies pharmaceutiques parce que eux, ça leur enlève un impact plus large, mais il y a énormément d'efforts qui sont faits là-dessus. L'idée de toujours vouloir essayer de traiter ce qui ne marche pas, donc d'essayer d'arriver à compenser pour ce qui est déréglé. Alors, il y a énormément de travail maintenant qui se fait que plutôt que de traiter ce qui ne marche pas, est-ce qu'on peut compenser et aider à ce qui marchait avant? Donc, de ramener les mécanismes vers un système qui fonctionnait comme ça fonctionnait dans un état non pathologique. Donc, énormément de travail là-dessus aussi. Et en terminant, c'était l'intelligence artificielle, IA, comment ça s'intègre dans les travaux de recherche, mais aussi d'un point de vue pratique. Par exemple, de redonner la voix aux gens qui l'ont perdu, faire des avatars pour que les gens puissent retrouver leur image et leur voix dans leur communication, mais aussi au niveau de la recherche. Voilà, I think I've summarized very quickly what you said, Dave. So not to take much more time. Amazing. And maybe if you could move on with the clinical Sure. trial, then we could take some questions after that if people have any. And I'm mindful that I'm already well over time, so I'm actually going to go quickly through the highlights. So let's just, so I gave a seminar in June of 2025, and what I thought is if time was tight on this, this is available online. I understand it's not translated, so I apologize, but I think you can go find this if you have interest in more detail
on any of the things that I'll present, but I will just show sort of quickly a couple of key things. First of all, the most important and exciting thing of the past few years is we know we can treat ALS, but it is only at this point for a subset of people with the disease who have a specific genetic variant called SOD1 ALS, where they have a variant in a gene called superoxide dismutase 1. And we know if we hit the right biological target with the right drug at the right time, such as this drug called Qalsody can do for those individuals, only about 2% to 3% of the disease, we can treat the disease effectively. So now we have to figure out what those right targets and drugs are for the rest of individuals living with the disease. But it is a very complex disease, and we're working very hard to figure this out. I'll do very high level here. Clinical trials are chosen by companies to come to a country and a site. And we constantly work in Canada to get clinical trials to these sites in Canada. And the landscape ebbs and flows all the time. So sometimes there's a lot and sometimes a little, but we're always trying to do better. There's usually the most in the United States, although more are happening in China, and we're working hard to learn how we can work with Chinese scientists and pharmaceutical companies to bring those to North America and to better understand those trials. And Canada typically has a good clinical trial history, even if it doesn't always feel like we have as many opportunities. The rest of the world actually lacks trials altogether outside of the countries I've mentioned here for the most part. We also have really good opportunities for early phase 1 clinical trials. Those are the first sort of testing of new scientific ideas here in Canada. I won't explain why, but if you're interested, we can certainly talk about that. And I think we need to make more science in our trials. It's really important because we can get better answers with better trial designs. Here's just a very small snapshot of the drugs that are being tested in clinical trial right now. We learned one of them is stopped from being run in clinical trial in San Diego. But you may see some of these that you're interested in. There are more than these. Just know that every one of these has a story behind it that we could talk about. We could tell you why they're being tested. We could tell you what we know or don't know about them. But there's no time today to really get into each one of these individual trials. Just to know there's lots of stuff being worked on. And you may actually hear in the next while, and you probably possibly heard about something called UNC13A or Stathman-2. These are two very interesting clinical trials based on the science. Again, I won't get into it. I was thinking to get into it, but I won't get into why. But just to know that this is targeted on some biology around a particular protein called TDP43 that we have learned over many years how it might be toxic when it's abnormal to motor neurons. And we're trying to now work with the science to understand that better. Again, I won't get into this, but we're also working on other ways to look at TDP43 biology. And there are a couple other companies called Acelot and Vectory that will be running clinical trials in 2026 to look at it in a different way from these companies that are working on this UNC13A and Stathman-2. If we have time, I'm happy to talk about those in more detail later. And this TDP43 is actually something that a few faces that you might recognize from today's talk will actually be debating about in April at a conference that we're holding that is not branded yet in late April around various topics, contentious topics and debatable topics in ALS to try to move the field forward. There are also a lot of things you will hear about that are in what are called the phase 2 to phase 3 transition period. Phase 3 is the clinical trials where we're learning whether or not something is truly effective for ALS. And there are a number of trials that are sort of not quite getting enough funding to be able to run those phase 3 clinical trials. In most cases, it's because the data is not maybe as exciting as we would want it to be. It's hard to be able to tell, and they're struggling to get the investments to get this into that big final phase 3 clinical trial. But we can talk about any one of these if there's interest, either now or at another time. One of these will get into a final big phase 3 clinical trial in 2026. That's a company called Perlenia, which has a drug called predopidine, and that is through partnership with another company that was interested in the work that they're doing called Ferrer.
China, as I said, has a lot of clinical trials going on right now. We're working hard to better understand how we can better involve connections with China to make sure that if something works there, how do we understand the data and see whether or not that's something that could be approved in North America or whether it needs to be tested again here. Japan as well has a lot of clinical trials. I won't go into the details. And then the other big thing about clinical trials right now is innovations in how we run trials. So one of the ones you might hear about in the United States is called the Healy Platform Trial. The idea here is to run a lot of different trials in parallel on a single platform, which reduces the amount of people who go on placebo, which is good, but also allows us to run these sort of phase 2 trials, which is the middle stage of clinical trials, faster. And there are a couple more that will be tested in 2026 by two different companies, Horizon and Lilly. Again, if you're interested, happy to talk about those in more detail. And back to what I talked about before about putting people into trials that might be more suitable for them. There is a new trial platform in the United States called MyMatch. I don't like the name because it indicates that we may actually know how to match people for a good clinical trial. We're still learning about that. But this is nonetheless an interesting new platform to try to see if, in fact, we can learn who might be more responsive to specific treatments. And what they're going to try to do is take a person to enroll in the trial, do a bunch of different tests to be able to say, what of the different trials that are being tested might your blood signature or something else tell us, or your genetics, you might be more responsive to, and then put you in those trial arms. They won't be designed to get an answer as to whether it works, but they will be designed to say, does it actually change those biomarkers in a positive way or in a way we would like to see, to say, then we could build a bigger trial with those individuals that have that specific biomarker signature into a more stratified and specific group of people being tested for that drug. And then something I'm very interested in, again, not all scientists love this, is a very bold idea being used in the United Kingdom where they're using a biomarker called neurofilament, which is basically structural proteins of our motor neurons that when you get ALS, they jump up in the blood, the increase in the blood, because the neurons are breaking down and their structural proteins are being found in higher numbers in the blood. And so one of the ways we're thinking that we can actually learn if a drug is working is if you can have a big reduction in the amount of this neurofilament in the blood, it may represent neurons being protected and not breaking down at the same rate. And so there's actually this trial platform in the United Kingdom that's working on a way with no placebo where people are getting the drug for a period of time. They're seeing if there's a significant reduction of the neurofilament protein in the blood. And if there is, then they want to take that drug and put it into a big, huge clinical trial to test whether this can actually preserve a person's function and slow the disease progression. And if it doesn't work, then we can actually go through drugs at a faster pace and actually get rid of ones that don't work faster. There's a lot to say about this one, but I won't get into it. I would love to bring it to Canada. It's very expensive, so we may not be able to do that. And then last, we are already testing the one really effective therapy pre-symptomatically. This is a super cool trial that's actually using a biomarker like I just talked about called neurofilament as a means of potentially treating people early with tofersen or Qalsody if they have that SOD1 ALS variant in their genes. And this would allow us, hopefully, to say that if we treat way in advance of when symptoms begin, can we actually massively delay when someone would actually get symptoms, or perhaps never get symptoms after they've been treated that early? Again, I would love to talk about this in more detail, but I'll let you ask questions if you have questions about it. And we're now even finding ways to get drugs that typically get injected into the spinal fluid, which are like the tofersen Qalsody ones, where it's injected once a month to a point where now we can inject them once a year. And we'll get even better with those. So again, advancing how we run clinical trials and drugs. Don't worry about this one. We're working hard as advocates to try to bring Europe and the US together. The two powerhouses in ALS clinical trials, they have some differences, and we continue to work on that. ALS Canada has something called ALS Clinical Trials Unboxed. It's a bi-monthly webinar which gives a snapshot of some trials that are recruiting in Canada.
Please do join those if you're interested. They're short, they're snappy, and we ask a few questions, and we have some good ones lined up for 2026. And the bottom line of this is that we can treat the disease. We have to find the right targets. Any trial that you come across or any potential treatment, please ask questions. Ask your neurologist, ask a scientist, come ask us at ALS Canada. Everything can be explained as to what we know or what we don't know, and try not to trust what's said in media because it's usually not correct. And it's usually a little bit too positive. And there's reasons for that that we can't get into. And we do have something called an ALS Research and Clinical Trials 101 Q&A drop-in, the worst named webinar ever, every month, and it will be this Wednesday at 1 p.m. will be our one for December. If you have any questions at all, we're happy to talk about them. And that's all I have for you today. So hopefully a Thank you little so much, faster that Dave. time. Sure. Sorry. Merci beaucoup. Je vais vraiment résumer très rapidement pour qu'on puisse passer aux questions. Donc, le Canada est un environnement propice pour les études cliniques, les défis avec nos voisins américains. Vous avez vu la liste de plusieurs études. So the presentation is on ALS Canada website, right, Dave? No, it's on YouTube, and you can On look YouTube, up. OK. I can OK. put it in. OK. I can try to find the link and put it. OK. So, donc, la présentation de Dr. Taylor avec plus de détails où il passe un peu plus de temps sur chacun. N'hésitez pas pendant aujourd'hui si vous avez des questions en particulier. On a eu quelques-unes sur des nouveautés qui ont été soulevées. Il y a des études cliniques qui se font au Québec, issues de mon laboratoire. Dr. Parker aussi en a. Donc, il y a énormément d'activités qui se fait. Il y a un traitement qui est en cours avec Tofersen. Des bonnes nouvelles au Canada, ça a été que l'organisme canadien et INES, donc qui est l'organisme québécois, ont reconnu l'importance de ce traitement-là. Donc, on va de l'avant et pour trouver des solutions pour que le traitement puisse être couvert par les organismes gouvernementaux, donc le RAMQ et compagnie. Donc, on avance, c'est une excellente nouvelle. Il y a des stratégies qui sont développées, encore une fois, avec Tofersen. Est-ce qu'on peut, sachant que les gens sont porteurs du gène, est-ce qu'on peut commencer à traiter avant que les symptômes apparaissent? Donc, il y a énormément de stratégies qui sont développées et qui sont en cours de route. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ce soir et je vois que le Dr. Taylor a mis le lien YouTube sur le chat. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'avoir la présentation au complet. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'en vois pas dans le chat, je vois pas de main levée. Peut-être ce que je pourrais faire, c'est commencer avec une question qui avait été présentée par courriel concernant une première. So, Christine, if you're okay to go with the mere question. Donc, c'est une étude qui est apparue dans un journal de haut niveau qui a identifié un mécanisme qui viendrait réguler justement la fameuse protéine dont le Dr. Taylor a parlé, TDP43. Donc, c'est une nouvelle perspective. So, if Christine, if you want to go with this, or Chantal, and in fact, anybody who wants to jump in, it's good. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour être là. Je peux essayer en français et puis je peux clarifier mes réponses en anglais. Pour cet article, c'est un nouveau découvert sur une micro-ARN. Ça, c'est une petite pièce de ARN. How do I explain RNA? It's a small regulatory piece. C'est un petit morceau qui peut réguler les gènes et l'expression des autres gènes. Et les nouveautés de cet article, ce petit truc est sécrété par les muscles et peut impacter peut-être l'expression de TDP43 dans le neurone. Parce que chaque neurone fait un contact avec le muscle et il y a une communication pour faire le mouvement. Mais dans cet article, il a découvert qu'il y a le petit morceau de micro-ARN qui était sécrété et peut impacter l'expression de TDP43 dans le neurone. Et ça, c'est très nouveau. C'est un concept qui n'était pas encore
démontré dans dans les autres études, pas encore. So it's a very, very new finding about the small microRNA that might impact the expression of TDP43. I think it's going to be some time before we know for sure whether or not the study is true. C'est toujours dans science, c'est important pour avoir une réplication de l'étude pour plusieurs groupes pour trouver presque le même résultat, pour avoir la confiance que c'est une découverte qui était valide et peut être la fondation d'une thérapeutique éventuellement. C'est vraiment le début de ce type de cette ligne de recherche. It's very much at the very beginning. Merci, Christine. Anybody wants to jump in, guys? Anything to add? Just to add to what Christine said, juste à ajouter un petit quelque chose, de souligner, comme Christine a dit, c'est vraiment important de valider tous nos données dans la science, dans la recherche, n'importe quel domaine, mais surtout sur la SLA, c'est vraiment important de valider les cibles thérapeutiques avant d'avoir un essai clinique. Alors, ça, c'est les choses qui, comme Dr. Taylor a démontré, c'est le tortue qui essaie de courir. C'est très important, c'est de valider notre donnée à la recherche sur le SLA. Donc, puis un exemple, merci Chantal. Et un exemple de ça, c'est que cette petite protéine régulateur, pas de protéine, cet petit élément régulateur-là, donc qu'on appelle ARN, donc les acides ribonucléotides, donc c'est des petites molécules qui régulent comment les protéines sont produites, etc. Ben, cet élément-là est très, très, très régulé par un composé qui s'appelle le lithium, que probablement vous avez entendu parler. Et on sait dans le passé qu'il y a eu des études cliniques sur le lithium en SLA qui n'ont pas fonctionné. Donc, c'est un élément, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est le genre de questions auxquelles il faut se poser dans ce travail-là pour vraiment aller jusqu'au fond des choses et savoir l'importance de ça, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à faire dessus. Donc, c'est le genre d'approche que nous, on voit. Donc, c'est un beau travail. Ça ramène dans le giron possible le rôle du muscle qui est souvent oublié en SLA. Donc, ça le ramène peut-être dans un rôle important en SLA, mais il y a encore beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. Donc, on est tout début. Ça va pour cette question-là? Donc, c'est une question de Mme Préfontaine, de Mme Nicole Préfontaine. Merci pour votre question. Il y a une autre question aussi sur un essai clinique de Mme Guylaine Brière qui parle d'un nouveau médicament qui a été, bon, en fait, c'est un médicament potentiel, un traitement potentiel identifié en France d'un composé qui s'appelle le NX210C. Ce qui montre, donc, si on avait, dans la question, c'est si on a l'information sur cette découverte-là, est-ce qu'il y a possible d'avoir ce traitement expérimental ici au Québec? Donc, ce que cette molécule-là, le NX210C fait, bon, il touche à différents aspects, c'est souvent le cas pour une drogue, mais dans ce cas-ci, le but, c'est de contrôler la perméabilité du cerveau. Donc, il existe dans le cerveau, l'afflux sanguin, l'apport sanguin est extrêmement important pour l'énergie, bon, etc. Mais il y a une barrière. Donc, c'est pas tous les éléments qui se trouvent dans le sang qui vont rentrer dans le cerveau. C'est très, très, très filtré. C'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, la barrière entre le sang et le cerveau. Et au cours de la maladie, plus la maladie avance, la SLA avance, comme plusieurs maladies neurodégénératives, cette barrière-là va devenir plus poreuse, plus perméable. Et donc là, il y a des composés, des éléments qui ne devraient pas rentrer dans le cerveau, qui rentrent dans le cerveau, et ça peut être délétère. Ça peut amener des problèmes dans le cerveau. Donc, ce que cette drogue-là fait, les composantes qu'elle va cibler, ils ont montré dans certaines études que ça tendait à
refermer cette barrière-là, donc à la rendre plus sélective, comme elle devrait être normalement. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui arriverait. Est-ce que ça pourrait être bénéfique pour les patients, les gens qui vivent avec la SLA? Donc, et peut-être, Dave, you could comment on that. Ils ont un article qui vient d'être publié sur la phase 1. Donc, la phase 1, un étude clinique phase 1, c'est vraiment, est-ce que l'approche est toxique? Est-ce que l'approche est tolérée? Et l'article suggère que c'est effectivement réussi. Donc, il y a un intérêt pour aller vers une phase 2 où il pourrait tester est-ce que l'approche aurait un impact bénéfique pour les patients. Donc, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Dave, do you want to comment on this clinical stuff and whether this could actually come to Canada? I mean, I could, or I can look to Geneviève, who Or is Geneviève or Oh no, Nicolas. okay. Anybody. I mean, Anybody. I think in terms of in general that you are seeking out things. If something looks positive, they're using a neurofilament readout actually for that one. If they happen to have something that looks interesting enough to go to another trial, that CALS, which is the Canadian ALS Research Network of Clinicians, which Dr. Matt has been the chair of, are constantly working to try to see if something promising can come to sites here. So perhaps I would pass to you, Dr. Matt, to just explain how that goes. Yes, so first, small pharma has to believe in their product and think they're ready for clinical trial. They usually first meet with regulatory authorities, see if it's feasible to have a trial, and they have to raise lots of funds for this. So we're talking here like from a phase 1 to a phase 2, which involves a lot more patients. And then they have to think about countries. So yes, we can tell them ALS Canadian patients are the most amazing. Like ALS patients are amazing and Canadians are even better. But that sometimes doesn't suffice. There are other considerations, legislation, how quickly we can set up the trial. And then once we're designing a drug or an early phase trial, people are already foreseeing how is this going to be marketed, what's going to be the product monograph like. So sometimes they'll feel, well, perhaps it'll be easier in this country, so let's do our trial there. There are all sorts of considerations like this. So for a product like that, for sure, CALS would welcome them and talk to them and advise them how the trial could go on and come to our country. Otherwise, other ways to get drugs are special access programs, but they're usually for drugs available in other countries. They're already labeled, authorized elsewhere. But it won't, but it takes two to tango. So it needs a physician who's willing and also a company who's willing to dispense the drug, and which might not happen if it's not been marketed anywhere in the world or they're not close to marketing in any country. Je suis vraiment désolée, je me rends compte que j'ai répondu directement en anglais. En anglais, oui, c'est ça. C'est l'influence de Dave. Est-ce que tu peux résumer rapidement en français? Ben oui, je suis vraiment désolée, là. C'est bon. mais tout ça pour dire que, en gros, avoir un produit qui est disponible ailleurs, donc dans le fond, ça prend un essai clinique, c'est prometteur, mais il faut le reproduire. Hein. Une phase 1, c'est vraiment pour la sécurité. Donc, une phase 2, faut que la compagnie y croit, puis ensuite trouve les fonds pour faire l'essai clinique. Donc, ça veut dire, là, vous trouvez des investisseurs. Ensuite, ben, dans le choix de pays, même si on leur dit qu'au Canada, que c'est extraordinaire pour la recherche, que les patients canadiens, ben, surtout au Québec, une petite blague, sont extraordinaires, ben, des fois, ça suffit pas. Il y a d'autres considérations, législation, comment rapidement on peut commencer les études, tout ça, la commercialisation qu'on voit déjà potentiellement. Donc, c'est des choses qui vont faire qu'un essai clinique va venir au Canada ou pas.
Donc, bien sûr, des gens comme moi au réseau canadien vont être très contents là, de parler avec les compagnies, leur donner des conseils, vanter notre pays. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres façons d'avoir des médicaments, mais c'est par exemple le programme d'accès spécial avec Santé Canada. Cependant, il faut réaliser que le plus souvent, c'est pour des produits qui sont disponibles ailleurs ou qui sont à veille d'être commercialisés au Canada. Puis, ben, tu sais, c'est un jeu que je joue à deux. Là, faut que la compagnie soit aussi volontaire pour libérer le produit. Donc, c'est pas nécessaire, ça va pas nécessairement arriver. Merci, Geneviève. J'espère que ça répond à votre question en termes d'accessibilité. On a une autre question euh, euh, de M. Doiron. Puis vous avez envoyé une autre question de M. Doiron, on va y répondre, c'est sûr. Euh, c'est concernant Quartzody et les 2%. Alors, comment on fait pour savoir si on fait partie du fameux 2% pour Quartzody? Donc, je sais pas, est-ce que... je Ben, sais c'est pas très difficile, là. c'est ça. C'est pas... Ben, bon, en fait, c'est disponible cliniquement maintenant là, au Canada. Donc, dans le fond, il faut avoir une mutation du gène SOD1. Donc, il faut passer un test génétique. C'est une prise de sang. C'est aussi simple que ça. Le résultat prend environ 3 semaines à être disponible. donc, ça cible vraiment les gens qui sont porteurs d'une mutation dans ce gène-là. Donc, c'est vraiment Exactement. Les autres le patients ne gène, sont pas éligibles. c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle juste de 2% parce que ce sont à peu près 2% des patients qui sont porteurs de cette mutation-là sur ce gène-là. Ça va? Donc, si j'allais, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On peut rester sur l'essai clinique. There's a question from Mr. Panonzio. I've been diagnosed with ALS lower limb 12 months ago with slow progression. Are there any trials available today? Donc, est-ce qu'on a l'adresse des registres pour les essais cliniques? So, Dave, there's a sort of registry for a clinical trial in Canada, right? That you have on ALS Canada, if I'm not wrong. Yes, so we have on our website, we have a list of clinical trials that are available in Canada that should be up to date. There are also options that I can put in the chat that have all clinical trials available globally. And so I'm happy to put those in there as well if someone's interested. And then again, we can help tell people, how to read some of those as well if they want to ask questions about how to read some of those resources. Oui, et Dr. Matt a mis un commentaire dans le chat. Tout à fait, les cliniques SLA, donc par exemple la clinique du CHUM avec l'infirmière Madame Bugeaud, la clinique de Québec, la clinique du MNI, vous avez contacté-les et il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours. Il y en a un où c'est basé sur mes travaux au MNI. Dr. Matt, Dr. Parker ont leur étude clinique sur le microbiome au CHUM. Il y en a plusieurs. Donc, ça vaut la peine de poser la question directement aux cliniques et de voir qu'est-ce qu'il y a de disponible et avec le neurologue responsable, de voir s'il y a des études qui sont mieux ajustées pour vous, pour lesquelles qui seraient plus intéressantes pour vous. Lee, t'avais ta main levée? Juste pour parler de l'initiative de Catalyst pour recherche quoi en français? Recherchecliniquequebec.com, ils ont un service d'accompagnement aussi pour essayer de trouver les essais cliniques qui sont pertinents pour chaque personne selon leurs données et tout, et qui leur guide là-dedans. Alors, je vais mettre ça dans le chat aussi. Parfait, super, merci. Gary? I have two questions. The first one is to Dave Taylor, and that is, I'm curious, are there a lot of Canadians or Quebecers that have to go or do go to the United States for access to clinical trials? Can we get a sense of the proportion of or how many people actually go? And then I have a second question maybe for ALS Quebec. I can tell you that several people do, and it is not always people where it's necessary. So there are
often trial opportunities in Canada, although we do struggle sometimes to have them all the time, and certainly not in all areas of Canada. You will also get people who will go to the United States because they feel like they will get better opportunities there, even though that may not be the case, just because of the aura of the US being, we're Canadians. Maybe Yeah. not in Quebec where you're smarter, but some of us in Ontario and others feel like going to the US is better. And that happens a lot. And my second question is for maybe Claudine or someone on SLA Quebec. I'm curious, in being in Montreal and being a research scientist who studied this disease for 15 years now, I often forget about some of the challenges that ALS patients have who are in the more remote areas of Quebec. I'm curious, I mean, are there patients who are in remote areas that have a hard time gaining access to primary care physicians or neurologists? Is that a problem that goes on in Quebec? I'm curious to know what the sense is from the community. OK. Je vais demander peut-être Lee ou Laurence, un de nos intervenants, pour répondre parce qu'ils sont en contact direct avec nos familles. Lee, just some fresh updates on referring families to the clinics. Yeah, so should I be in French or in English? Maybe I'll do a little of both. Ouais, peut-être commencer en français, peut-être, oui, s'il vous plaît. Ok, je vais commencer en français. Alors, c'est sûr que on a entendu plein d'histoires. Ça peut, tu sais, les gens peuvent être suivis par un omnipraticien, même pas un neurologue par moment, ou un neurologue qui ne connaît pas la maladie. Alors, c'est sûr que si on rencontre une personne atteinte sans service spécialisé, on va les informer de leurs options. Je sais que jusqu'à dernièrement, Dr. Matt et son équipe ont pu voir les personnes en télésanté qui aidaient aussi au niveau des difficultés de déplacement et les distances géographiques. C'est sûr que c'est un défi, le plus que la maladie avance aussi. Laurence, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Globalement, la même chose de mon côté avec les téléconférences qui aident à ce niveau-là. Ça dépend de cas par cas, mais non, c'était bien complet. Je vois Dr. Dupré aussi a quelque chose à rajouter. Oui, c'était juste pour compléter un petit peu par rapport à l'Est du Québec, parce que notre clinique de Québec couvre, je dirais, de Trois-Rivières à Gaspé, à Sept-Îles, à Rimouski. Donc, le territoire est très large. Je dirais que quand les patients sont référés, il y a très peu de neurologues là, dans ces régions-là, donc ils vont être référés par les soins de première ligne. On va, dans la mesure du possible, les céduler quand même rapidement lorsqu'on sait que c'est un diagnostic suspecté. Donc, on essaie de les voir dans les 3 à 4 semaines, normalement, où ils peuvent venir pour un EMG, pour une évaluation diagnostique. Puis après, on organise les soins en fonction du réseau local via nos infirmières cliniciennes qui sont à la clinique. Donc, si c'est un patient, c'est sûr, qui est en Gaspésie puis qui ne peut pas se déplacer beaucoup, bien, les soins vont être coordonnés là-bas via notre équipe. Si c'est un patient qui vient de la Rive-Sud puis qui peut se déplacer de Québec, à ce moment-là, ça peut être. Donc, je peux dire que ça va être assez variable d'un patient à l'autre aussi, puis d'un degré de sévérité à l'autre, puis aussi d'une phase de maladie à l'autre. Et selon les spécialités, là, si elles sont disponibles en région, on va prioriser le rendez-vous du pneumologue à Rimouski à celui d'une autre. Donc, on a toujours une personne de référence auquel le médecin ou l'infirmière ou le physio ou le travailleur social peut se référer en cas où ils n'ont pas eu de patients atteints. Donc, ça, c'est la façon dont on a organisé ça chez nous. Puis l'autre volet, je voulais juste mentionner pour les études cliniques, dans les études qu'on a à Québec, normalement, on a un répertoire de l'ensemble de nos patients de la clinique qui est disponible. Tous les médecins participent à ce répertoire-là, puis on peut offrir les études cliniques aux patients qui rencontrent les critères des études, parce que souvent, c'est ça, on a 2 ou 3 ou 4 études en cours, mais il y a peut-être seulement 10 patients ou 12 patients qui peuvent être éligibles à un moment donné pour l'étude. Donc,
C'est juste préciser la façon dont on organise les choses dans la région de la capitale, mais aussi dans l'Est du Québec. Merci, Nicolas. Super clair. Je prendrais peut-être une dernière question sur le chat, puis je donnerai ensuite la parole au docteur Dupré pour faire le point sur les études de santé publique au Québec sur les cas regroupés en Estrie et dans Charlevoix. OK, Christine, I see that you answered. Donc, il y avait une question dans le chat concernant un groupe en Israël, le Dr. Ariel Ionescu. Ça touche directement à la première question qu'on a discutée au début avec Dr. Van Nevel sur ce qu'on appelle les petits micros d'ARN, donc cette régulation au niveau du muscle et du contact nerf-muscle. Donc, c'est dans ce contexte-là. C'est ce qu'on avait discuté au tout début. C'est la même équipe qui fait le lien avec la même étude. Thanks, Christine, for the answer. Gardez vos questions pour le moment. On a d'autres questions qu'on a reçues par courriel au préalable, mais je vois le temps qui passe, puis je donnerai la parole au docteur Dupré pour donc faire le point sur cette situation-là qui nous tient éveillés. Alors, à toi, Nicolas, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Je reconnais beaucoup de visages familiers, puis je vois que c'est tissé serré comme communauté, puis ça l'a toujours été. Puis je pense que je remercie beaucoup les organisateurs, puis c'est le Québec d'offrir ces vitrines-là. Je pense qu'on a à chaque fois, c'est des moments d'interaction, puis c'est vraiment un monde dans lequel on a besoin de ces interactions-là, puis de partager une communauté de pensée, que ce soit scientifique ou simplement le côté humain. Ce que je peux simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé des travaux de recherche plus dans le domaine de la génétique quand j'étais plus jeune, participé à des travaux de découverte de gènes, et puis on a cherché beaucoup des gènes dans les régions du Québec. Donc, le fait d'essayer de trouver les causes de cette maladie-là dans la population du Québec, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis début des années 2000 où j'ai commencé mes travaux comme étudiant. Donc, on a cherché des facteurs génétiques et on a trouvé éventuellement des facteurs génétiques qui étaient présents ici comme ils l'étaient ailleurs, sans qu'on ait vraiment pu cibler, comme dans certaines maladies au Québec, on a des effets locaux ou régionaux. Dans la SLA, on n'avait pas vraiment d'effets locaux ou régionaux. Donc, on retrouvait des cas atteints de SLA génétique, mais pas nécessairement des effets fondateurs comme on a, les gens connaissent bien les maladies du Saguenay ou du Charlevoix. On n'avait pas d'effet semblable dans nos patients ou dans notre clientèle au Québec, mais on a quand même retrouvé la plupart des gènes qu'on trouve dans le monde. On les a retrouvés éventuellement ici. Donc, ça, c'est pour un des volets des causes de la SLA. L'autre volet, c'est l'aspect environnemental. C'est sûr qu'on est conscient que c'est une maladie qui est un croisement entre les gènes et l'environnement, mais vraiment d'aller chercher des petits facteurs génétiques et des petits facteurs environnementaux, puis en faire la sommation sur une vie d'une personne, c'est vraiment très, très difficile. Et donc, dans les études qu'on a faites, entre autres au Québec en 2022, on avait publié sur des petits effets de pesticides, des petits effets de commotion cérébrale, mais vraiment, c'était tout petit, c'était pas des effets qui étaient propres nécessairement à notre population. Ça avait été décrit ailleurs. Et on n'en a pas fait trop de cas parce que c'est beaucoup d'études qui demandent à être répétées, à être validées, puis vraiment à aller dans l'environnement et de préciser. Puis dans ces études-là qu'on a faites, c'était des études générales et il n'y avait pas d'effet spécifique à des régions. Donc, c'était vraiment l'ensemble des patients de SLA du Québec. Puis on a même comparé notre étude à la population française. Donc, je vous dirais que pour avoir cherché plusieurs facteurs, plusieurs causes pendant une dizaine d'années en questionnant nos patients dans deux populations différentes, ce n'était pas évident de trouver un facteur précis au niveau environnemental. Puis même quand on mélangeait les facteurs ensemble, ça devenait encore plus difficile. Donc, les facteurs génétiques, on est quand même bien avancé, mais les facteurs environnementaux, c'est encore très, très difficile. Et les gens ont vu dans les médias, entre autres, l'Estrie et Charlevoix apparaître. Hein. Puis, c'était un peu, bon, il y avait des enquêtes journalistiques, il y avait des patients qui, je pense, rapportaient des inquiétudes qu'ils avaient. Et je crois que c'est toujours très sain d'avoir des
des débats ouverts et puis de se questionner, et après, éventuellement, ben, souvent, nos bons étudiants nous arrivent avec des hypothèses et toutes les hypothèses se valent, puis après, ben, il faut regarder les données. Donc, ça nous est arrivé pendant une dizaine d'années d'étudier quelque chose, puis c'était des hypothèses, et puis quand on regardait les données, ben, on n'invente pas les résultats. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de résultats. Si les résultats ne sont pas significatifs, ils ne sont pas significatifs. Donc, dans nos propres études, on doit avoir un esprit critique quotidien, malgré tous les efforts, toutes les énergies qu'on a dépensées sur des années à faire ces études-là. Il faut faire un examen scientifique très, très objectif. Et j'ai travaillé en collaboration avec la santé publique depuis les derniers mois. Je vous dirais que c'est vraiment l'INSPQ, là, qui est l'Institut national de recherche en santé publique. C'est vraiment un institut de recherche où il y a des gens incroyables là, et qui font un travail rapide, très rigoureux. J'ai travaillé déjà avec eux pendant la COVID sur une étude sur les travailleurs de la santé. C'est vraiment des équipes impressionnantes qui peuvent prendre un sujet qu'ils ne connaissent pas et en quelques mois arriver avec des réponses ou des fois quelques semaines arriver avec des réponses. Et ils ont une capacité d'aller chercher des données que nous, on n'a pas comme chercheurs. Donc, ils peuvent cogner à la porte de la RAMQ, des agences de facturation, des hôpitaux et puis leur dire, voici, on a besoin de tel type de données. Puis très rapidement, sans avoir toutes les contraintes qu'on a quand on fait la recherche universitaire, ils sont capables d'avoir accès à des données rapides et des données aussi très, très valables. Donc, c'est ce qu'ils ont fait pour l'ensemble des régions du Québec. Donc, ils ne se sont pas attardés seulement aux régions qui étaient médiatisées. Ils ont vraiment été dans toutes les régions du Québec et puis ils ont regardé s'il y avait eu, au cours de plusieurs années d'études, environ une dizaine d'années, des pics qu'on appelle d'incidence, donc des pointes où on voyait qu'il y avait plus de cas à un endroit qu'un autre. Et c'est sûr qu'il faut corriger pour l'âge moyen des gens qui habitent dans ces régions-là. Il faut corriger pour les ratios hommes-femmes. Alors, et une fois qu'on avait corrigé pour l'ensemble de ces données, dont des biais qu'on appelle dans les études, ben, ils n'ont pas vu de différence entre le nombre de patients qu'il y avait nouveaux par année à chaque année dans les différentes régions du Québec. Donc, il n'y a pas d'effet qui ressortait spécifiquement. Et donc, je vous dirais que ça a rassuré les gens en disant que, bon, finalement, on n'a pas été capable d'identifier des choses qui pouvaient nous inquiéter dans une région plus que dans l'autre. Et ils ont revu aussi la littérature scientifique internationale, là, des articles que nous, on avait publiés, mais des articles qui avaient été publiés aussi dans d'autres journaux internationaux. Et ça a permis de constater aussi qu'il y avait de multiples causes possibles, qu'on n'avait pas encore la vérité sur ces causes-là, et qu'il y avait aussi des méthodes qui avaient été proposées, entre autres en France, pour souligner s'il y avait des effets ou pas régionaux. Et on a pris des méthodes qui avaient été validées à l'international et on les a reproduites dans nos données ici. Et finalement, on n'a pas réussi à trouver une cause spécifique ou une toxine spécifique, mais même pas d'augmentation ou de croissance dans une région donnée. Donc on est passé, je vous dirais, de données d'analyse anecdotiques à vraiment des données d'analyse scientifique rigoureuses. Donc, on est vraiment passé au stade des données scientifiques rigoureuses. Et je crois que le travail a été bien fait à ce niveau-là. Puis, j'ai vu leur rapport et puis que j'endosse entièrement. Donc, c'est là qu'on en est actuellement dans la recherche. Alors, c'est pas la conclusion finale à savoir est-ce qu'il y a une cause environnementale de la SLA qu'on peut identifier, mais c'est la conclusion à savoir est-ce qu'il y a eu vraiment un surcroît de cas dans une région du Québec précisément qui doit nous inquiéter. Alors, puis, juste pour vous montrer comment l'INSPQ puis la santé publique sont aux aguets actuellement, on a entendu parler de cas de rougeole cette semaine. Bon, ben, là, ils sont en train d'enquêter puis de dépister
Et donc, ils sont vraiment au fait de. Alors, c'est juste pour vous dire, il n'y a aucun lien entre la religion et la SLA, mais c'est pour vous dire que quand on leur donne un mandat précis, ils vont s'exécuter sur le mandat, mais après ça, ils doivent repasser sur d'autres choses, d'autres priorités, d'autres éléments. Mais malgré tous les mandats qu'ils ont, ils ont vraiment passé le temps qu'il fallait, selon moi, pour répondre à la question de la communauté puis de la SLA. Donc, là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait leur travail. Génial. Merci beaucoup pour le retour, l'analyse, la perspective aussi du point de vue scientifique. Donc, on sait que c'est un sujet qui a soulevé beaucoup de questions au cours des derniers mois. Donc, avez-vous des questions pour Dr. Dupré, la façon dont ça fonctionne, euh, les aspects environnementaux potentiels, comment ça peut fonctionner? Peu importe, si vous avez des questions, des inquiétudes à ce niveau-là, n'hésitez pas. Dr. Dupré est là pour répondre à vos questions. Donc, encore une fois, levez la main avec le petit, la petite fonction main levée ou sinon, mettre votre question dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ça va, c'était clair? Génial. Bien donc, puis encore une fois, je pense que le docteur Dupré l'a bien dit, c'est pas que la question est close. C'est que à ce moment-ci, les études ont été faites et les résultats sont assez clairs en termes de, de, euh, d'impact et de cas regroupés dans une région et tout, mais le dossier n'est pas clos. On reste aux aguets euh, il faut qu'on ait ces informations-là. Et plus on a d'informations, on va mieux comprendre la maladie. Donc, est-ce qu'il y a un effet environnemental et comment ça fonctionne, etc. Donc, plus on en a, mieux c'est. Et donc, c'est de rester à l'affût. Donc, c'est une étape. Il y a eu des conclusions qui ont été obtenues d'une étude, suite à une étude rigoureuse. Et on continue d'avancer, mais on reste à l'affût, on reste aux aguets de tout ça. Donc, il y a une question de Madame Bonnette. Donc, je lis votre question. Donc, merci beaucoup. Je souhaite de tout cœur des avancements de la recherche. Ont-ils trouvé quelques risques et réponses environnementales? Donc, en 2002, nous étions vraiment des orphelins SLA. Mon conjoint était de Montréal, mais depuis 13 ans, nous étions en Estrie, Sherbrooke. Et donc là, c'est la question, encore une fois, par rapport à ça. Donc, euh, plus particulièrement, si je comprends bien votre question, Madame Bonnette, par rapport à l'évolution de ce qu'on voit en Estrie depuis 10-15 ans. Si je comprends bien votre question, Madame Il y a Bonnette. comme deux volets à la réponse. Il y a la question des causes générales environnementales. Donc ça, c'est vraiment des études qu'on doit faire dans plusieurs endroits dans le monde, sur des centaines, sur des milliers de personnes pour essayer d'identifier. Ça, il y a eu beaucoup d'études dans le passé, mais je dirais que il n'y a pas encore de cause claire que personne peut identifier dans la SLA qui est indéniablement en lien avec la maladie. Le facteur, quand on étudie l'épidémiologie, on sait que la maladie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Ça, c'est clair. Mais les facteurs environnementaux, dépendant des populations qu'on a étudiées, dépendant de quand on les a étudiées, c'est pas clair. Et puis, à savoir s'il y a des effets dans certaines régions du Québec, ça, c'est clair qu'il n'y a pas d'effet, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause derrière des cas au Québec éventuellement qu'on pourrait identifier, mais c'est que un peu comme les technologies ont des limites, hein, la résolution d'une étude épidémiologique a ses limites. Donc, si on voulait, disons, étudier dans une région précise du Québec les causes, étant donné qu'il y a il y a toujours trop de cas, mais il y en apparaît peu par année globalement. Donc, ça pourrait prendre des dizaines d'années avant d'étudier une région puis qu'on a une réponse scientifique. Donc, imaginez, on commencerait une étude maintenant dans une région précise, puis il y aurait peut-être une cinquantaine de cas ou une soixantaine de cas sur 10 ou 15 ou 20 ans. Il faudrait presque pendant 20 ans ou 30 ans étudier ces cas-là de façon précise et détaillée. Donc, c'est très complexe, c'est très
difficile à faire, puis à la fin, on n'est même pas sûr d'avoir la réponse. Donc, c'est un peu des fois les limites de nos méthodes et de nos moyens qui fait qu'on n'a pas la réponse aussi, là. La science, c'est un outil, hein. On veut avoir les réponses on souhaite avoir certaines réponses, mais on a la limite de nos outils, malheureusement. Mais heureusement, les outils évoluent avec les années, mais des fois, c'est pas assez vite. Merci beaucoup. Donc, je vois Madame Bonnet, ça répond à votre question. N'hésitez pas si c'est pas clair. Il faut nous relancer. Il n'y a pas il y a pas de souci. Euh, euh, bougez pas. Je regarde deux trucs en même temps. Donc, Monsieur Lebrun, par rapport à l'étude de Tel Aviv, ben, comme on vous dit, hein, c'est très, très, très tôt, hein. Donc, euh, peut-être de voir, Monsieur Lebrun, si, en contactant les cliniques, s'il n'y a pas d'autres études cliniques qui sont présentement en cours, qui sont chez nous accessibles, qui pourraient peut-être pertinentes pour vous. Donc, mais définitivement, quand les choses évoluent, on est aux aguets aussi et on essaie d'être proactif et de bien s'assurer de le passer à la communauté, aux gens qui sont impliqués. Euh, Est-ce qu'il y aurait donc d'autres questions pour le docteur Dupré concernant l'aspect environnemental, les études épidémiologiques, l'étude de santé publique épidémiologique derrière ça? Je pense que c'était un beau résumé. En même temps, c'est intéressant de voir le sérieux de l'étude et le suivi qui a été fait là-dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur l'environnement? Non? Fait que si ça vous va, moi je passerai à une question qu'on avait reçue par courriel avant donc au préalable. Donc c'est une question de M. Vaillancourt et de sa conjointe, Mme Charon. C'est une question qui touche plus, je dirais, d'un aspect clinique. Je passerai le témoin à nos deux cliniciens experts du panel. Donc, c'est une question à propos de la dextérité donc de ses doigts. Euh, Est-ce que je dois persister un mouvement difficile pour améliorer la dextérité? Donc, en termes d'exercice, en termes de comment faire pour essayer de ralentir la perte de dextérité. Est-ce qu'il y a des traitements, des exercices recommandés pour les membres affectés? Euh, donc, il y a deux volets. Donc, je commencerai par ce volet-là, puis M. Vaillancourt a un deuxième volet. Donc, je lancerai la question pour ce premier volet-là, puis je toucherai au deuxième volet de sa question par la suite. Donc, Nicolas, Geneviève. Oui, ben c'est sûr qu'un ergothérapeute peut vous conseiller un peu plus exactement. La seule chose, malheureusement, c'est que ça va être surtout pour apprendre à mieux faire les choses, mieux utiliser les forces que vous avez. Quand la main s'affaiblit à cause de la SLA, malheureusement, peu importe ce qu'on va faire, les neurones vont continuer à mourir. Donc, ce qui risque d'arriver avec l'exercice, c'est plus de la fatigue de la main. Puis là, ben, quand on est fatigué, ben, nos muscles fonctionnent moins bien. Donc, c'est une ligne très mince. C'est pour ça qu'en général, on ne conseillera pas un exercice dans un muscle affaibli comme tel. Je ne sais pas si Nicolas a une opinion différente, mais je pense que faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, c'est vraiment l'essentiel dans un muscle faible. Nicolas, aurais-tu des choses à ajouter? Non, non, c'est bien. Moi, je Ok. suis exactement dans la même lignée que Dr. Matt. Ouais. Et en fait, tu sais, puis du point de vue du contact nerf-muscle, si l'exercice est trop, euh, et c'est difficile à jauger, mais si l'exercice est trop violent, puis ça veut dire quoi trop violent? Là, c'est extrêmement relatif, ça peut causer plus de dommages que d'autres choses. Donc, c'est vraiment, faut vraiment balancer le type d'exercice. Et au niveau de la dextérité, en fait, je ne sais pas c'est quoi un exercice qui est juste, hein. Ce serait un bon point. Le deuxième volet de la question de M. Vaillancourt, est-ce que la maladie vient d'une partie spécifique du cerveau? Donc, je sais pas, Alex, Gary, do you want to jump in? Les cliniciens, anybody on the panel, I think.
Who wants to jump in on this one? No? Je peux répondre au sens où, dans la vulgarisation scientifique, des fois, Oui. les cliniciens, c'est plus facile on cherche moins les mots peut-être, mais il y a une partie du cerveau là, si vous mettez vos mains de chaque côté, là, puis il y a une partie du cerveau qu'on appelle le cortex moteur. Donc, c'est de chaque côté ici que si vous placez vos mains en haut, là, puis ça fait comme une bande un peu, là. Et la bande de chaque côté, c'est elle qui dégénère. Elle commence souvent d'un côté un peu plus que de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le motoneurone supérieur. Puis, l'autre partie, c'est la partie vraiment qui est à l'intérieur de vos vertèbres, là, finalement, et qui est un espèce de petit conduit qui est pas plus gros, je dirais, si on peut comparer ça à un genre de saucisse, là, c'est rond, là, filiforme. Et puis, là-dedans, il y a énormément de neurones. Il y a des milliards de neurones là, qui sont tous connectés. Puis il y a une partie de ça qu'on appelle la corne antérieure. Puis c'est le neurone qui relie essentiellement cette espèce de saucisson-là là, qu'on appelle la moelle épinière aux muscles. Et c'est cette partie-là qui dégénère. Donc, quand on a et la partie d'en haut et la partie d'en bas qui dégénère, on a deux ordres de neurones qui dégénèrent. Puis là, on a vraiment la SLA qu'on appelle classique qui va faire qu'on va atrophier des mains puis qu'on va avoir la faiblesse dont on vient de parler. Donc, on est vraiment dans les notions d'anatomie que nos étudiants apprennent tôt là, dans leurs études de médecine. Il y a aussi l'aspect, donc pour pas compliquer les trucs davantage, mais c'est quand même un aspect qui est important. La SLA, c'est vu maintenant comme un spectre, hein. Donc, dépendamment des mutations et du background qui va causer la maladie, il y a des gens qui vont aussi avoir un aspect cognitif à la maladie. Et donc là, à ce moment-là, ça toucherait des parties du cerveau qui sont plus à l'avant, donc qui vont être plus impliquées dans la personnalité et tout ça. Donc, mais ça touche certaines, en particulier certains gènes, donc le C9 ou RF72 en particulier, où il y a des gens qui peuvent être atteints aussi de facteurs cognitifs. À ce moment-là, ça touche complètement une autre partie du cerveau qui est plus à l'avant. Donc, on appelle le cortex frontal, préfrontal. C'est un côté intéressant qui est souvent un peu ignoré de la maladie, mais c'est une maladie qui peut, sans qu'il y a des formes extrêmes où les gens vont développer une démence, mais la plupart des patients qui ont la SLA ne vont pas développer de démence, mais ça va entraîner une certaine rigidité caractérielle. On peut voir des gens qui vont consolider certains traits de leur personne. Il y en a, ils vont développer une certaine apathie, ils vont être un peu indifférents à ce qui se passe autour. Souvent, les proches vont être plus inquiets des fois qu'eux de ce qui se passe. D'autres, ça va être le contraire. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension. Donc, ça peut changer, ça peut amplifier un peu certains traits de caractère, comme si on avait moins la capacité à les contrôler. Donc, quand c'est l'apathie, ben, des fois, on aimerait ça que la personne soit un peu plus proactive. Puis quand c'est l'anxiété, puis on aimerait ça qu'elle... Alors, des fois, ça peut changer un peu ça change un petit peu la personnalité, ça accentue certains traits, puis ça, les proches vont le remarquer. Puis ça peut être une bonne chose que les deux en soient conscients aussi, parce que ça vient changer l'interaction avec les autres, puis aussi le regard sur la maladie. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, si c'était pas clair, est-ce que vous avez d'autres... ça répondait à votre question? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. N'hésitez pas s'il y a d'autres choses. Je vois pas d'autres questions dans le chat, donc j'irai à une autre question que M. Marin-Doiron nous a envoyée au préalable. Encore là, c'est plus pour nos cliniciens, en fait pour tout le monde aussi, là, mais est-ce que on a déjà songé à pratiquer sur un patient le coma artificiel? Donc, j'imagine pour essayer de ralentir l'activité nerveuse, pourrait peut-être ralentir la progression, etc. Donc, est-ce qu'un coma artificiel a déjà été envisagé? Pardon, je voulais partir mon micro, j'ai arrêté ta caméra. En fait, OK, si c'est bien ça le sens de votre question,
M. Doiron, ben, en effet, l'hyperexcitabilité des neurones moteurs, on pense que c'est un des moteurs de la maladie. Là. Donc, on sait que on pense que on a plusieurs évidences que les neurones moteurs sont hyperexcitables avant de finalement mourir. Donc, en fait, des approches comme le riluzole, c'est un peu ça. Ça ne vous met pas en anesthésie générale, mais ça augmente la recapture de glutamate, l'excitotoxicité. Puis d'autres essais cliniques qui ont été faits dans le passé, Perampanel, il y en a un autre qui s'en vient, une autre molécule là, qui finit de la même façon. Là. Il y a quelques années, il y avait eu de la presse sur les effets du propofol. Donc, une personne qui avait rapporté, puis d'autres sur Internet, que prendre du propofol lors d'une procédure médicale, par exemple une installation de gastrostomie, avait amélioré leurs symptômes, qu'ils étaient moins symptomatiques quand ils s'étaient réveillés. Ça n'a jamais été vraiment vérifiable. Donc, n'essayez pas ça à la maison, c'est dangereux. Mais aussi, je pense que c'est pas scientifiquement prouvé. Là. Je sais pas, Nicolas ou d'autres, si vous avez d'autres Je pense que idées. les gens ont entendu parler de ça par rapport, entre autres, au cas d'anoxie cérébrale. Un patient, par exemple, qui ferait un arrêt cardiaque, qu'on le met en hypothermie, hein, ça ralentit le métabolisme. Donc, ça, je pense que c'est il y a quand même des indications où, parfois, on peut essayer de diminuer, mais il faut que ça soit temporaire. Donc, on n'a pas le choix que ça soit temporaire. Puis, de toute façon, l'effet est limité dans le temps aussi. Le moindrement qu'on remonte la température, on repart le métabolisme, puis à ce moment-là, on est repris dans la même cascade. Donc, je pense que ça serait, il y aurait une logique, mais il y aurait une logique scientifique, mais ça ne serait pas vraiment viable parce que l'effet, il faudrait le reproduire de façon persistante. Donc, on peut pas se mettre sous dormance comme ça indéfiniment. Merci, très clair. Donc, est-ce que ça répond à votre question, M. Doiron? Est-ce que c'était le sens de votre question? J'ai interprété votre question, peut-être que j'étais complètement dans le champ. Mais je trouve que ça rejoint un peu ce que Merci. Taylor disait au début, là, parce que moi, je me rappelle des films de science-fiction, on envoyait les gens dans l'espace, puis on les mettait en hypothermie pendant plusieurs années, puis finalement, quand ils arrivaient l'autre bord, ben, il fallait qu'il y en ait un qui réveille les autres. Là. Donc, je pense à... Right, Dave, it goes back with your first talk, about the science fiction, putting people on hypothermia for a few years to travel through time. So, and maybe come back when they have the final ALS treatment approved. Exactly. Unfortunately, most of the things people hear are, if they're not coming from viable sources, unfortunately, not as good as you would hope. So I would trust David 100% of the time. Myself, maybe 95%. And Don't go down the list. Faut pas descendre la liste. Arrête là. Merci beaucoup. Donc, je pense, M. Doiron, ça répond à votre question. OK, super. Une question de M. Lebrun, et encore pour nos cliniciens. Peut-on arrêter le riluzole après 5 ans? Très précis comme question. Quelqu'un veut se lancer? Richard, ouais, ben, tu sais, pourquoi 5 ans? Le chiffre de 5 ans sort parce que dans les études initiales, les patients devaient avoir moins de 5 ans de maladie pour être enrôlés. Bon. Ensuite, c'est sûr que si vous avez survécu 5 ans après le diagnostic, probablement que votre forme de SLA est très lente et peut-être que peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, votre maladie serait probablement ralentie. Ensuite, c'est une question, ben, est-ce que vous estimez que votre qualité de vie est encore bonne? Puis, à ce moment-là, est-ce que vous courez le risque de vivre plus longtemps dans cet état-là, probablement grâce au riluzole, qui est la seule molécule pour les SLA sporadiques là, qui a montré un avantage de survie. Donc, si c'est bien toléré, moi, j'ai
aucun problème à le continuer. Nicolas, David, peut-être vous avez des choses à ajouter. Oui, c'est vrai qu'il y a des patients, des fois, qui ont une survie vraiment surprenante, là. Puis ces patients-là ben, c'est pas les patients vraiment pour lesquels ces études-là avaient été faites, parce que c'était des études au départ qui étaient vraiment sur la mortalité des patients. Donc, c'était des cohortes de patients qui avaient une longévité qui était quand même limitée, mais vraiment, à une époque aussi où il y avait, je dirais, peut-être moins de traitements de soutien et de support aussi qu'on a aujourd'hui. Donc, mais l'effet a toujours été vu, peu importe les études ou les générations de patients qu'on a étudiés, on a toujours vu l'effet. Donc, il est là, il est persistant, mais la donnée de plus que 5 ans, je ne crois pas qu'on ait la donnée scientifique pour répondre à la question. Tu sais, c'est ça. Est-ce que ça va, M. Lebrun? Ça répond à votre question? OK, super. On a une question de Mme Claveau concernant le vaccin contre le zona qui, selon les études, pourrait contribuer à préserver certains neurones rattachés à la dégénérescence de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que les études ont pu, à ce jour, faire un lien direct avec la SLA? Donc, le vaccin zona SLA, et sinon, est-ce que ces vaccins comprendraient des contre-indications? Donc, le lien vaccination, vaccin et le risque de conséquences au niveau des maladies neurodégénératives. Dave, do you want to jump I've in? never heard of any connection between Okay. shingles vaccine and ALS. Right. There are, I will leave it at that. I mean, I've never heard of a connection between protection from the shingles vaccine and any motor neurons or ALS. Ouais. Donc, la réponse, je ne sais pas, Geneviève, Nicolas, en clinique. Ben, même pour l'Alzheimer, je l'apprends aujourd'hui. Merci. Oui, ben c'est ça. C'est pour moi aussi, je disais ça. Puis là, il faudrait que j'aille vérifier pour voir c'est quoi, parce que je suis pas sûr non plus. Mais là, la ligne que je vois, c'est sûr que si c'est aussi général que ce qu'ils disent, c'est dans le fond, il y a moins de risque d'Alzheimer chez les gens qui ont. En fait, de la façon que c'est rapporté ici, c'est même plus de risque d'Alzheimer chez les gens qui ont fait un zona sévère. Bon, et chez les gens qui l'ont eu 20% moins. OK, bon. Mais il faut réaliser que l'Alzheimer, c'est quand même complexe comme pathologie, puis il y a beaucoup de confondants, donc mode de vie, éducation, des choses comme ça. Ça va souvent avec un usage plus grand de soins préventifs, l'éducation, la bonne santé générale, donc il y a probablement beaucoup de confondants là-dedans. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas de, comme le docteur Taylor disait, donc je vais juste le répéter en français, donc c'était que il n'y a aucune évidence entre le vaccin du zona et la SLA ou maladie motrice dégénérative qu'on sache. Il n'y a pas de lien direct connu. Donc, la réponse à ça, ce serait non, il n'y en a pas. De connu, en tout cas. Donc, il y a d'autres questions. Pas de souci, Mme Claveau. Puis si c'est pas clair, n'hésitez pas. Hein. Si on ne répond pas à votre question de manière satisfaisante, vous nous relancez. Ça, c'est peut-être... ouais, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Madame Girard, pour le volet du registre au Québec, où en sommes-nous rendus avec ce dossier-là? Je sais pas, Claudine, can you jump in? Je suis pas sûr, en fait, où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là. C'est ça, je voulais juste voir si Anaïs était encore sur la ligne. Mais depuis l'enquête, c'était vraiment dans les mains de santé publique. Et c'est encore, il n'y a pas de développement. On voulait le laisser dans les mains des spécialistes pour déterminer si un registre au Québec est, comment on dirait, is the investment behind it. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Ce que je peux mentionner, c'est qu'il n'y a pas eu de recommandation spécifique de la part de la santé publique
par rapport à la constitution d'un registre. Là, c'est juste qu'il faut savoir qu'un registre, c'est comme une loi, hein. C'est quelque chose qui exige qu'on fasse un répertoire de tous les patients, comme par exemple les patients qui ont la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on doit les répertorier parce qu'il y avait eu l'histoire toute la vache folle, tout ça. Là. Fait qu'il y a des registres officiels qui sont faits pour certaines maladies, mais parce que ça prend une raison épidémiologique pour le faire. Donc, je comprends qu'il y a des registres, là, par contre, par exemple, dans une région d'Italie, Piémont-Val d'Ost, ils ont fait un registre de patients, mais qui sert quand même à la recherche aussi. Donc, il y a des registres qui sont comme des outils de recherche, puis des registres qui sont comme des outils de la santé publique pour la surveillance. Mais la santé publique n'a pas recommandé de, 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 de rendre obligatoire le fait de répertorier les cas de SLA. Donc là, ça devient une décision un peu de la communauté de dire est-ce qu'on doit répertorier tous les cas. Puis là, c'est toujours utile d'avoir des données, hein. Il y a personne qui... Mais je vous dirais que dans les travaux qu'on a fait récemment avec la santé publique, moi, je leur ai dit que j'étais intéressé de regarder les données qu'ils avaient recueillies pour éventuellement les publier puis les analyser. Pas parce que je voulais refaire leur étude est claire, mais juste parce que je pense que ça vaut la peine de publier ces données-là comme article scientifique. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai l'intention de poursuivre dans la prochaine année. Donc, mais c'est quand même des données intéressantes, mais c'est pas l'équivalent d'un registre comme tel, mais c'est quand même intéressant comme données. Ah, OK, Claudine, you're okay? Tout ce que j'avais mentionné, nous allons mettre dans le chat qu'il existe the Canadian Neuromuscular Registry. Ouais. Nous allons mettre le Parfait. lien dans le chat et il y a une section où vous pouvez répondre liée à la SLA. OK, j'allais le mentionner. OK, merci. Ouais. Geneviève. Oui, ben c'est ça, pour renchérir un peu sur ce que Nicolas dit, il y a des registres qui sont plus recherche que santé publique. Par exemple, CNDR, là, merci Claudine là, de mettre le lien. Puis aussi, donc, en fait, au Québec, puisque beaucoup de patients réussissent à être suivis en clinique SLA, puis la plupart des cliniques sont sites CNDR, donc ça nous donne quand même un beau portrait, puis des initiatives comme Capture ALS. On se croise les doigts pour un Capture 2.0 si on peut tenir le coup, mais Capture, c'est des... En tout cas, Capture 2.0 va être plus léger, donc va probablement permettre d'inclure plus de patients. Mais c'est des façons dont vous pouvez contribuer là, au recensement des cas. Là. Effectivement. Donc, c'est plein d'outils qui sont à votre disposition. Je pense que c'est ça. Puis l'idée, c'est pas de réinventer la roue, tout dédoubler, voir selon la nécessité. Donc, il existe des outils qui sont à notre disposition. Pas parfait encore, mais je pense qu'on y travaille. Puis Capture, c'est une belle initiative de clinique SLA à travers le Canada. 2.0 serait encore plus gros, serait encore plus performant, plus léger, effectivement, qui permettrait d'aller chercher beaucoup d'informations sur un très grand nombre de patients SLA au Canada, parce que ce serait la majorité des régions principales qui seraient représentées. Donc, il y a du développement de ce côté-là. Donc, une autre question de Madame Rochette. Vraiment désolé, Madame Rochette. J'ai fait un AVC dernièrement et on dirait que les problèmes d'élocution ont diminué. Donc, est-ce que il y a un lien avec le diagnostic SLA et l'AVC? Donc, encore une fois, nos cliniciens, c'est la première fois que je vois il me semble que je vois le lien comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Nicolas, Geneviève. C'est toujours difficile de commenter sur des cas spécifiques, mais bon, on peut émettre des hypothèses. Est-ce qu'il y a une voie précise qui a été altérée? Et puis, mais honnêtement, un AVC, c'est supposé normalement empirer. Donc je serais surpris là, que ça améliore, mais
J'ai de la difficile à comprendre. Donc, faudrait analyser ça avec les scans puis à tête reposée. Donc, ça serait mieux d'en parler avec le personnel clinique parce que je vous dirais que c'est pas quelque chose qui d'entrée de jeu là, est évident. En tout cas, à première vue, c'est pas évident. Merci. Ouais, effectivement, c'est des cas particuliers. Bien, Madame Rochette, encore une fois, qui nous demande, donc, j'essaie d'interpréter votre question, Madame Rochette, du moins de la formuler. Euh, le- il y a plusieurs membres de sa famille qui ont été diagnostiqués avec avec la maladie d'Alzheimer. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien Alzheimer-SLA? Qui pourrait qui pourrait exister. Si je comprends bien votre question, Madame Rochelle. Donc, encore une fois, je sais pas, Dave, tout le monde. I mean, there are connections between Alzheimer's and ALS, and we learn about new ones all the time, but it's still very difficult to find something that's a direct connection and not so much that we have common risk factors that we know about that would directly link them. However, I think the neurologists on the call may also have a different perspective or a perspective on family histories and neurodegenerative diseases. But in general, we keep looking, we find new things that may connect it, but it is very difficult to say with certainty that there's a connection. Ça peut-être donc tu sais, la réponse c'est qu'on on en apprend à tous les jours, mais des liens directs communs, c'est pas clair encore. Il y a des mécanismes communs qui peuvent être identifiés, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux maladies? Donc, c'est vraiment pas clair. Je sais pas, Nicolas ou Ah bien, Geneviève. on sait qu'il y a un lien entre certaines formes de SLA et les démences, comme la démence frontotemporale. C'est une démence, par contre, qui est un peu différente de la maladie d'Alzheimer. Elle évolue plus rapidement, elle est souvent elle est souvent précédée ou accompagnée de changements du comportement importants, des gens qui vont vraiment avoir un caractère qui va changer beaucoup, des gens qui peuvent plus rester seuls à la maison, qui deviennent donc c'est des démences particulières. Donc, des fois, ça peut être bon de re-questionner un peu pour savoir est-ce que c'était vraiment l'Alzheimer ou c'était vraiment une démence frontotemporale qui est vraiment un autre type de diagnostic qui est lié à la SLA, clairement. Donc, des fois, ça peut être ça le lien qu'on établit entre la démence et la SLA, mais ce n'est pas spécifiquement l'Alzheimer, c'est plus une autre forme de démence. Merci pour la précision. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Rochette? Ça allait? Donc, écoutez, moi, je ne vois plus de questions sur le chat et j'ai épuisé mes questions qui avaient été envoyées au préalable. Donc, il nous reste encore quelques minutes. On arrive bientôt à la fin. Donc, le timing me semble bon. Donc, dernière question brûlante, quelqu'un qui viendrait. Oui, vas-y, Lee. J'ai été contactée à plusieurs reprises d'un neurologue d'un autre pays qui me parlait d'un traitement de lidocaine. Je ne sais pas comment le traduire en français. La lidocaïne. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des recherches qui supportent ou qui ne supportent pas un lien vers ce médicament? OK. Je n'étais pas au courant. Dave, do you know anything about lidocaine and that? It's the same thing as many others where there's just not a lot of evidence to back this up, but people will make connections to try to think of how they may have done better and a connection to something. But definitely heard of it, but there is, to my knowledge, not a specific set of strong scientific evidence at this point.
Thank you. Merci. Donc, pas d'évidence directe encore. Et ça, c'est fréquent, hein. Les gens arrivent avec plein d'idées comme ça et il faut que ça passe le test rigoureux de la recherche fondamentale, de l'étude clinique bien planifiée. Et c'est ça, c'est pas évident. Euh, donc, merci pour votre commentaire, Madame Bissonnette. C'est très apprécié. On est bien heureux qu'on puisse être utile dans votre démarche, dans votre quotidien, qui est certainement pas évident. Désolé, Madame Bonnet, désolé, ça va bien. Je pense que c'est le temps que la soirée finisse. J'ai le don de renommer les gens. Donc, écoutez, donc je prendrai peut-être une minute pour encore une fois remercier nos panélistes. Vraiment, gros merci pour votre temps ce soir, vos commentaires, votre disponibilité. C'est vraiment très apprécié. J'aimerais aussi beaucoup remercier l'équipe SLA Québec, Lee, Kate, les gens qui étaient ici ce soir, Laurence, of course, Claudine. Parce que sans eux, ce webinaire-là n'aurait pas lieu. Et donc, ça rend tout ça disponible et possible. Donc, un gros merci à l'équipe SLA Québec. Et ben voilà, pour ma part, donc, je pense qu'on a. Merci pour tout le monde pour votre participation, vos questions hyper pertinentes tout le temps. N'hésitez pas à nous contacter n'importe quand. Et dans les doutes, quand vous lisez quelque chose sur le web, contactez votre médecin, un chercheur. On peut apporter des éclaircissements à vos questions. N'hésitez pas. Alors là-dessus, ben, je repasserai la parole à Claudine et j'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous et à la prochaine. Oui, merci beaucoup, Richard, énormément pour votre temps, pour coordonner avec vos collègues pour cette session très inspirant, la recherche et l'espoir. Puis vous entendez ce soir, il y a beaucoup d'espoir dans la recherche. Merci, Richard. Merci encore à tous nos panélistes. On apprécie beaucoup votre temps. Merci encore à nos commanditaires, Tanabe, Pharma Canada et Biogen. C'est très important. Sans eux, ça nous soutient à faire nos activités à la société. En parlant des activités de la société, assurez-vous qu'on sait qu'on envoie beaucoup de courriels, mais c'est pour essayer de communiquer le mieux possible sur les activités que nous avons. C'est une invitation finale pour notre événement de Noël demain. C'est un événement en présentiel à Lorraine. Il y a encore la place si vous pouvez venir en personne. Mais sinon, le concert va être sur YouTube Live de 1h à 13h. Nous avons la chanteuse Samantha Borgel, qui est aussi une musique thérapeute, mais elle est là pour partager de la joie dans ce temps des fêtes. J'espère que vous pourrez joindre à nous. Encore le lien, c'est sur notre page Facebook. Vous l'avez tous reçu par courriel aussi. Ou contactez-nous pour le lien, mais ça va être en YouTube Live demain si vous pouvez pas venir en présentiel. So, on vous souhaite des joyeuses fêtes et un gros merci encore pour votre présence, pour vos questions. Continuez à partager vos histoires avec nous, de participer à nos activités. Nous sommes là pour vous à toutes les étapes. Merci à l'équipe de SLA Québec pour tout votre soutien aussi. Et pour juste assurer qu'on est là pour vous tous. And we're in this together. Alors, merci à vous tous. Thank you, everybody. Au revoir tout le monde. Merci Portez-vous beaucoup. bien. Au plaisir de vous voir bientôt.